Bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Une semaine qui a été marquée par une forte actualité géopolitique entre la réunion au sommet entre Xi Jinping et Donald Trump, et puis évidemment toujours le conflit en Iran. Dans les deux cas, assez peu d'avancées significatives. Et finalement, ce qui a pris le pas en fin de semaine, ce sont les données macroéconomiques, avec surtout le CPI américain, et donc l'accélération de l'inflation qui est ressortie à plus 3,8 sur un an, qui a entraîné une très forte progression des taux longs, en particulier le trésorerie américain 10 ans qui est passé à 4,50, le Bund et l'OAT 10 ans également, et qui sont passés au-dessus qui se rapprochent des 5%. Et tout ça a évidemment mis les indices sous pression, surtout en fin de semaine, puisque le début de semaine avait été plutôt bon. Le début de semaine qui avait été plutôt bon encore grâce à l'IA, puisque aux États-Unis, Cisco s'était envolé après le relèvement de sa guidance ce jeudi, et Nvidia avait à nouveau progressé, puisque grâce à justement l'une des quelques avancées du sommet américano-chinois, qui était cette avancée, c'était l'autorisation par Washington des livraisons de puces H200 à 10 entreprises chinoises. Voilà, comme je le disais, la séance de vendredi a été bien plus compliquée. En Europe et en France, on a eu des replis de plus de 1%, et ça a été également le cas, donc ce qu'on n'avait pas évoqué, mais encore au moment où on rédigeait, mais ça a été le cas également aux États-Unis, ce qui a fait reculer les indices US. Néanmoins, on a quand même un S&P qui a enregistré sa septième semaine consécutive de hausse, ce qui est la plus longue série depuis fin 2023. Le Nasdaq a, lui, néanmoins mis fin à 6 semaines consécutives de hausse. Si je passe maintenant aux indices français, le CAC 40 finit en repli de 2%, finalement, après le repli enregistré vendredi. Il n'y a que 25% de valeur en hausse. Les hausses qui globalement se résument essentiellement à deux sociétés. La première, ST Microélectronique, qui gagne 7,7%. On est à 135% year to date. Et là, eh bien évidemment, c'est le mouvement extrêmement favorable dans l'IA qui entraîne une forte progression de la demande dans les semi-conducteurs. Et donc ça profite directement à ST Micro. L'autre progression, c'est Total Energy, qui gagne 3,8%. Et là, eh bien, c'est logiquement la remontée du prix du baril, dans l'attente d'un règlement du conflit qui n'est pas a priori tout proche selon les dernières communications de Donald Trump. Eh bien, ça permet à Total Energy de gagner donc près de 4% et d'être à plus 41,5% year to date. Derrière, on a Bureau Veritas, Orange, qui complète le classement des plus fortes hausses, des valeurs qui ont plutôt un caractère défensif et qui ont été recherchées la semaine passée. Du côté des baisses, la plus forte baisse finalement a été enregistrée par Airbus, qui cède 6,8%. Airbus qui bénéficie toujours d'une très forte demande, un carnet de commandes de 10 ans, mais toujours des difficultés persistantes sur sa chaîne d'approvisionnement, et qui entraînent des retards de livraison pour l'avionneur européen. Derrière, on a la baisse de Unibail-Rodamco, moins 6,7%. On le verra, le secteur défoncière est assez logiquement été pénalisé par la forte remontée des taux d'intérêt. Et de manière plus globale, on verra que le secteur de la construction pâtit également de ce mouvement sur les taux, et ça se traduit par moins 6% également pour Eiffage ou Saint-Gobain. Enfin, pour terminer le classement sur le CAC 40, il faudra noter quand même que les baisses d'AXA ou de Veolia sont en réalité liées à des détachements de dividendes. C'est le cas également sur Schneider Electric. Et on rentre évidemment cette période de paiement du dividende, et on notera que globalement l'écart avec le CAC dividende net réinvesti était de 0,3 points sur la semaine.
Le Next 20 lui a mieux résisté. Il est stable sur la semaine passée. Et on a également je dirais un parfait équilibre entre les valeurs en hausse et les valeurs en baisse. 10 de chaque côté. Trois hausses à noter. La première, Sodexo, qui bondit de 11,3%. Le titre est repassé en territoire positif depuis le début de l'année, après le décrochage d'avril qui avait suivi sa publication semestrielle qui était inférieur aux attentes au niveau du chiffre d'affaires. Eh bien, Sodexo lui a profité la semaine passée du relèvement de guidance de son concurrent Compass, ce qui a profité à tout le secteur. On verra que Pluxee a également bien progressé. Voilà, donc on a Pluxee, pardon, Elior, je voulais dire. Et donc on a un mouvement positif sur le catering la semaine passée. C'est aussi un secteur assez défensif. Donc c'était favorable. Téléperformance qui lui aussi rebondit significativement depuis un mois, puisqu'on est à plus de 25% de hausse sur le dernier mois. Téléperformance gagne près de 10%. Il y a eu des annonces la semaine passée de franchissement de seuil de Goldman Sachs et de Morgan Stanley au capital de Téléperformance. Téléperformance qui a également modifié sa gouvernance avec l'arrivée d'un spécialiste de l'IA à la direction générale. L'actionnariat a évolué également. Et puis, de manière opérationnelle, le groupe communique sur l'utilisation massive de solutions d'IA dans son back-office. La dernière hausse à noter, c'est Valeo, plus 8,3% pour l'équipementier automobile, qui enregistre une revalorisation cette semaine. Le titre était stable depuis le début de l'année, donc on a des niveaux de valorisation qui sont quand même très bas dans ce qui est équipementier automobile. Et le T1 n'a pas été si catastrophique que ça pour les acteurs du secteur. En baisse, on a Dassault Aviation pardon, qui cède 5%, SPI également 4,4%. Il faut noter là aussi que dans les deux cas, il y a eu le versement du dividende, ce qui explique une partie de la baisse. Même si sur Dassault Aviation, il y a également une baisse un peu plus générale du secteur de la défense. L'écart avec l'indice dividende net réinvesti, il est de 0,4 points sur le Next 20, donc un peu plus fort que pour le CAC 40. Passons maintenant au CAC Mid 60. Le CAC Mid 60 qui finalement vendredi finit à moins 0,5%. Avec là aussi globalement un équilibre entre valeur en hausse et valeur en baisse. Du côté des hausses, deux sociétés ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. La première, c'est Nanobiotics, qui bondit de 18,8%. Biotech continue de surfer sur l'annonce le 5 mai dernier d'un amendement favorable de la FDA pour une étude de phase 3 sur son médicament phare, donc qui permettrait d'accélérer l'obtention des agréments de la part de la FDA, et ça a profité, on verra, globalement au secteur des biotech. Et dans le Mid 60, Medincell a gagné 4,4% également. Du côté industriel, le grand gagnant, c'est Vallourec, qui a progressé de 12,8%, ce qui se traduit par une hausse de près de 70% depuis le début de l'année. Une progression qui est liée en grande partie à la publication mercredi de ces chiffres du T1, avec un RBE qui s'est situé dans le haut de la fourchette prévisionnelle du consensus, 6% au-dessus du consensus FactSet, et une amélioration du taux de marge brute de 200 points de base. Par ailleurs, le groupe a confirmé son intention de restituer 650 millions d'euros aux actionnaires, et on a eu des révisions en hausse de la plupart des brokers qui ont relevé leur objectif qui était autour de 21 à près de 30 euros par titre. En plus, je dirais que le mouvement a été favorable aux parais pétrolières, compte tenu de l'évolution du prix du baril. Derrière ces deux fortes progressions, on a Elior qui a gagné 10,4%, comme je l'évoquais un peu précédemment. C'est le mouvement haussier du catering lié à la révision hausse de la guidance de Compass. Et la société sœur d'Elior, de Richebourg, qui est l'actionnaire de référence, a lui aussi progressé de 6,8%. Donc
une très bonne semaine pour la famille de Richebourg. Et dans le cas de Richebourg, le mouvement, au-delà de la revalorisation des Lior, évidemment, le mouvement haussier est lié à l'annonce le 5 mai dernier d'un engagement en vue d'acquérir le groupe Scholz Recycling, spécialiste comme de Richebourg du recyclage de métaux en Europe, plutôt là sur le côté Allemagne et Est de l'Europe, donc une opération qui paraît extrêmement complémentaire, hein, puisque de Richebourg, lui, est essentiellement présent en France et en Espagne. Voilà, on parle d'un milliard 6 de chiffre d'affaires, hein, comparé à un peu plus de 3 milliards 3 pour De Richebourg, donc une grosse consolidation et une opération qui permettrait à De Richebourg de changer de dimension et de confirmer son positionnement de leader européen d'un secteur qui est quand même très porteur, compte tenu également de l'évolution, je dirais, du marché de la production d'acier en Europe, avec l'utilisation croissante de matières recyclées. Du côté des baisses, puisqu'il y en a eu quand même pas mal pour justifier la légère baisse de l'indice, la plus forte baisse est Soitec, moins 13,6%. On parle de prise de bénéfices, hein, sur Soitec, qui reste en hausse de 538% depuis le début de l'année. Mais bon, évidemment, après cette envolée spectaculaire, la valorisation laisse peu de marge à une déception, et on aura les publications justement des résultats annuels le 27 mai prochain. Qui sera quand même un juge de paix après le remarquable parcours de Soitec. Derrière, on notera le repli de Covivio dans le sillage de la baisse des foncières que j'ai déjà évoqué précédemment. Covivio est à moins 4,2 sur la semaine. Et dans le secteur de la défense, Exosense cède 3,7%. Enfin, pour terminer, dans les ESN, Sopra a cédé 3%. On a eu je dirais un repli du secteur des ESN. Bon, on a un peu l'habitude depuis le début de l'année. Les publications sont très bonnes, les titres montent. Et puis, une fois que les publications sont passées, les craintes liées à l'IA reviennent et les titres consolident. Sopra a baissé, mais ça a été également le cas pour Capgemini. Comme on va le voir juste après, c'est évidemment en opposition totale aux publications des entreprises, puisque la semaine passée, on a eu la publication d'Infotel dans le secteur, une publication qui a encore été très très bonne et supérieure aux attentes. Et je reviendrai là-dessus quand j'évoquerai notre buy list. Pour terminer, le CAC Small qui a surperformé, puisque lui, il est en hausse de 0,8%. Un mouvement qui est, je dirais, assez général, puisqu'on a plus de 60% des valeurs en hausse. Trois secteurs, je dirais, qui ont tiré l'indice. Alors, le premier, avec le plus fort contributeur à la hausse, c'est les semi-conducteurs et XFAB qui gagne 18% sur la semaine. Pas besoin de revenir sur les raisons de cette progression. Pas besoin non plus de revenir sur la progression de Morel et Prom, qui gagne 5,6% dans le secteur oil and gas. Et le troisième secteur, c'est le secteur des biotech. Et là, la plus forte hausse, alors finalement, c'est pas Oseo, c'est pas Innet Pharma, pardon, comme je l'avais écrit au moment où j'ai rédigé, Innet Pharma qui a quand même gagné 38,8%. C'est OSE Immunotherapeutics qui gagne 40%. Pour revenir à Inat, c'est quand même des volumes 18 fois supérieurs à la moyenne, je le dis, donc un fort mouvement spéculatif. Il y aura une présentation la semaine prochaine d'un produit de Inat. Voilà, on a une trésorerie qui couvre les besoins jusqu'au T3 2026, donc c'est encore un dossier qui reste très spéculatif. Sur OSE Immunotherapeutics, pas d'actualité spécifique. Et ensuite, on a également Eventiva et MaaT Pharma qui ont progressé très fortement sur la semaine. Pour revenir à des valeurs plus industrielles, la progression qu'on voulait mettre en exergue, c'est celle de Lacroix. Lacroix qui a gagné 23,5%, qui est en hausse de 45% year to date. Le groupe
a publié son T1, un T1 qui était bon puisque le groupe a renoué avec la croissance. Un chiffre d'affaires T1 hausse de 6%, tiré essentiellement par la division environnement, alors que la division électronique, qui est bon, qui représente 2 tiers de l'activité, est elle à peu près stable. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une progression modérée du chiffre d'affaires et un taux de marge d'EBITDA qui serait proche de 8%. Donc, le groupe a pris un peu d'avance sur cet objectif et eh bien, ce qu'on observe, c'est que le groupe qui est désormais, je dirais, recentré et globalement désendetté après la cession de ses activités City Mobilité et puis la sortie des activités aux US, eh bien, le groupe enregistre une nette revalorisation depuis le début de l'année. Voilà, du côté des baisses, chute de 25% pour Aramis Group, qui a émis un deuxième profit warning en moins d'un an, évoquant des conditions de marché dégradées en France et dans la zone euro depuis le début du conflit au Moyen-Orient, évidemment. Hausse du prix du carburant, problème ou accélération du switch vers l'électrique, tout ça qui est plein tous ces facteurs qui rendent compliquée l'activité de véhicules d'occasion. Également en baisse, Kaufmann et Broad qui a cédé 11%. Alors là aussi, c'est le mouvement défavorable du secteur de la construction lié à la remontée des taux, mais il faut avoir en tête que Kaufmann a détaché son dividende et on a un rendement de plus de 6%. Donc en réalité, le repli est bien moins marqué sur Kaufmann. Hors indice, là aussi, flambée de certaines biotech, puisque ABL Diagnostics a bondi de 56% après avoir annoncé le développement d'un nouveau panel intégrant la détection de l'antavirus en PCR. Et voilà, c'est dans l'air du temps, évidemment, et ça a conduit à une forte progression du titre. Du côté c'était plus industriel, ICAP a gagné encore 13%. Deuxième semaine haussière pour le groupe spécialisé dans les composants électroniques. Et donc, mais après, des résultats qui avaient été des résultats annuels 2025 qui étaient quand même assez décevants avec pas mal de charges de restructuration. Eh bien, le groupe renoue avec une croissance solide et ça permet d'espérer une revalorisation. Un mot de l'Eurostoxx Small donc européen qui a été lui totalement stable. Néanmoins, il y a quand même plus de 60% des valeurs qui sont en baisse, avec en baisse principalement des sociétés financières et également secteur de la construction, avec Wienerberger en Autriche notamment qui a cédé 12%. Du côté la finance, services financiers, on a Mandatum en Finlande, Bilfinger, Bilfinger, c'est pas du tout dans les secteurs financiers, mais Nexi en Italie qui a cédé également 11%, et d'autres, des valeurs plus industrielles qui ont également souffert. En hausse, le secteur oil and gas, mais également tout ce qui est matières premières et donc métaux qui ont bien performé, et puis le chimiste belge Umicore qui a gagné 10,4%. Passons maintenant à notre buy list. Juste avant, un mot des performances depuis le début de l'année. Ce qu'on observe, c'est que je dirais que le CAC 40 est à la peine, hein, puisqu'il est à moins 2,4%. Donc c'est le seul indice dans le rouge en France. Les indices valeurs moyennes sont en hausse de l'ordre de 5%, plus 6,3% pour le MID 60, ce qui est supérieur à l'Eurostoxx Small qui est à 5,1%, et derrière le CAC Small est à plus 2,7%. Notre buy list est un peu en retard depuis le début de l'année, puisque après la baisse de 2,7% enregistrée la semaine passée, on a un repli globalement d'un peu moins de 3% pour notre liste de valeurs favorites, qui a pâti depuis le début de l'année, notamment de la surpondération en ESN. Mais justement, du côté des ESN, eh bien, le news flow est positif puisque Infotel a publié
a publié son chiffre d'affaires T1 qui est en croissance organique de 8%, ce qui est 2 fois supérieur à ce que nous attendions, puisqu'on était plutôt autour justement de plus 4%. Le groupe a annoncé qu'il attendait au moins plus 5% sur l'année. Notre prévision était autour de plus 4%, donc bon, ça va nous permettre de réviser à la hausse nos attentes annuelles. Je dirais qu'à l'instar de ses confrères Sopra Steria ou OB, le groupe enregistre depuis le dernier trimestre 2025 un fort rebond de la demande, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui est sa spécialité, et bien les acteurs du secteur voient une demande en hausse qui ne s'est pas tarie depuis avril. Et eh bien, pour l'instant, globalement, la grande crainte de l'IA ne se matérialise pas, et c'est même plutôt pour eux un driver, et ça crée de la demande chez les clients. On a eu également 3 autres publications dans notre buy list. Delta Plus, c'était la déception. Le titre a perdu près de 13%. Alors, on a eu un T1 qui était décevant, hein, en organique, puisqu'il est à moins 5%. Le groupe a annoncé qu'il n'anticipait plus de croissance organique sur l'année, puisque le T1 était un peu en retard et que la visibilité reste faible, du fait notamment du conflit au Moyen-Orient, ce qui retarde la reprise, en particulier dans le secteur de la construction en Europe. Bon, le point positif, c'est qu'en publié, on est en croissance, puisqu'il y a eu une dynamique M&A qui a été assez forte sur fin 2025 et début 2026. Et globalement, on reste positif sur le dossier parce qu'on juge que la valorisation, elle est abordable au regard des solides fondamentaux, même si à court terme, le news flow n'est pas très bon. Et l'un des catalyseurs qu'on voit, c'est les US, où on pense qu'il y a des bonnes chances de news flow positif justement sur les US, avec des appels d'offres assez importants et qui pourraient permettre au groupe de changer de dimension aux US et d'accélérer sa croissance sur ce territoire sur lequel il a des parts de marché importantes à prendre. Autre publication qui a été assez fraîchement accueillie, celle de Jacquet Metal. Là, on est un peu surpris du repli de 6,6% du titre. Certes, le chiffre d'affaires était encore en légère décroissance, mais c'est en ligne avec globalement ce qu'on attendait. On attendait un repli de l'ordre de 1%, et on est à moins 2%, donc un écart faible. Mais on a eu une très bonne surprise sur l'amélioration de l'EBITDA, hein, qui a bondi de 21% sur le T1. Et si le groupe maintient ce niveau d'EBITDA sur l'ensemble de l'année, on a une valorisation qui est à peine à 6 fois l'EBITDA pour une période qui reste quand même une situation de bas de cycle. On a eu toujours une décote de 25% sur l'actif net. Et je dirais que sur le chiffre d'affaires, au-delà de la décroissance qui est affichée sur le T1, on a des volumes qui restent en légère progression, un peu moins de 1%, et l'effet prix qui est encore négatif en glissement annuel, eh bien, il devrait prochainement disparaître, puisqu'en séquentiel, on a eu un deuxième trimestre d'amélioration. Donc rien de spectaculaire, mais néanmoins, la situation est sous contrôle chez Jacquet, et la valorisation reste extrêmement basse. Voilà, donc on a toujours quand même deux valeurs de la santé avec Bastide et Virbac dans notre buy list. On pense que dans le contexte encore assez volatile, et la visibilité n'est pas extrêmement forte, ça nous paraît important d'avoir ces valeurs peu cycliques, même si on a quand même aussi une exposition qui reste au secteur de la construction, qui lui est évidemment beaucoup plus cyclique, mais là on a des valorisations très très basses qui nous confortent dans le potentiel de revalorisation du secteur dès que la visibilité reviendra sur la partie géopolitique et macroéconomique. Pour terminer, la dernière publication dans notre stock guide la semaine passée, c'était Pouvoula, et là on a eu une grosse déception au T4, puisque finalement le chiffre d'affaires du T4 a été en repli de 3%, alors qu'on attendait plus 13. Clairement, une déception dans les deux activités, encore plus dans les conduites cheminées qui sont en nette décroissance. Alors, le groupe a mis en avant le contexte géopolitique pour justifier le coup de frein sur cette activité. Et puis sur la partie bois énergie, on a également une activité qui est en hausse de 10%, mais on a vu que d'autres acteurs du secteur étaient plutôt à plus 20, donc
Là aussi, on s'attendait à mieux. Les résultats annuels sont désormais attendus en net repli. On a- le groupe attend un retour de la croissance en 2026-27. Bon, on a eu quand même pas mal de déceptions ces derniers temps. Voilà, c'est pas une valeur sur laquelle on est hyper enthousiaste à court terme compte tenu de clairement de cette publication décevante chez Poujoula qui entraînera une révision en baisse de nos prévisions. Un point rapidement sur le bilan de ces publications, puisque maintenant on a plus de 100 sociétés SMID-Cap qui ont publié. Ce qui ressort, c'est que le chiffre d'affaires du T1 est en hausse de 2% en médiane. En organique, on serait plutôt autour de 2,5%. C'est une publication qui est globalement en ligne avec ce qu'on attendait, une amélioration par rapport aux tendances de 2025 des chiffres qui sont supérieurs à ce qui peut être publié sur le CAC Large 60, puisque sur les 60 plus grandes valeurs d'Euronext, on a là plutôt une croissance de l'ordre de 1%. Il faut aller chercher dans l'effet devise et les dollars en particulier, l'une des principales explications de cet écart de performance entre les small et les larges. Quoi qu'il en soit, c'est une justification de la surperformance des small cap par rapport aux larges depuis le début de l'année. Voilà pour le point qu'on voulait faire. La semaine prochaine, actualité assez calme avec la seule publication attendue, celle de Plastivaloir, qui publiera son T2. On attend moins de croissance qu'au T1, une croissance au T1 qui nous avait surpris positivement. Les publications trimestrielles des équipementiers ont quand même été moins bonnes que celles du trimestre précédent. Donc on attend une dynamique moins forte sur Plastivaloir, un dossier sur lequel on reste très prudent parce que même si les publications de chiffre d'affaires se sont améliorées, le sujet de la dette n'est pas, n'est pas réglé. La génération de cash a été meilleure sur les derniers semestres, mais essentiellement parce que le groupe a fait de très forts efforts sur ses CAPEX et sur son BFR, mais il ne pourra pas limiter et réduire peau de chagrin indéfiniment ses CAPEX sous peine de ne pas pouvoir avoir des relais de croissance. Donc on reste prudent sur Plastivaloir. Et voilà, qui sera la seule publication prévue dans notre stock guide. Au-delà de ça, les prochaines semaines vont surtout être animées par les assemblées générales qui vont s'enchaîner, qui seront parfois l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur la dynamique actuelle de l'activité des sociétés. Eh bien, merci à vous pour votre présence ce matin. Merci à ceux qui pourraient nous réécouter au cours de la semaine sur notre chaîne YouTube. Et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se donnera rendez-vous mardi matin, puisque la semaine prochaine, c'est lundi de Pentecôte. Et donc, on préfère décaler la conférence pour que un plus grand nombre participe à cette conférence. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine et on est évidemment toujours à votre disposition si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des valeurs small et mid cap que nous suivons. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.